Salut Gabriel, Bonjour Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur ce format, à vous les studios, sur Aventure Humaine. Aujourd'hui, on va plonger dans une aventure podcastique, comme on dit. On a inventé ce mot, celui de l'or dans les mains. Un podcast et une aventure beaucoup plus large que tu as lancée il y a quelques temps. Oui. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Gabrielle et je suis fondatrice d'une association qui s'appelle De l'or dans les mains et qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Tu l'as lancé il y a combien de temps ? J'ai lancé fin 2020. Fin 2020, c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis assez longtemps, mais je ne savais pas comment le prendre. Vraiment la question de la formation professionnelle, de l'artisanat et de cette dévalorisation. À l'époque, je travaillais dans la jeunesse, dans une association qui accompagnait les jeunes des zones rurales dans leur orientation. Et ce que je voyais de façon assez large, c'est qu'on leur parlait quand même assez peu de ces filières, de ces métiers. Et puis, moi, j'avais grandi à la campagne et j'avais vu beaucoup d'ateliers de manufacture fermés, faute de repreneurs, faute de vocation, faute de transmission. Et c'était des ateliers qui fonctionnaient bien et qui surtout étaient un vrai lien social dans une zone rurale. À un moment où on avait déjà perdu quelques services publics, quelques commerces. En fait, c'était vraiment des lieux de vie. Et c'était des entreprises qui fonctionnaient bien, qui avaient un marché. Mais voilà, il y avait personne pour prendre la suite. Et ça, j'ai vraiment vu l'impact que ça peut avoir sur la vie de ces territoires ruraux. Et parallèlement, j'étais dans un collège où on n'était pas forcément une grande majorité à partir en filière générale. Mais pour autant, on ne nous parlait pas de ces filières, on ne nous parlait pas de ces formations. On allait beaucoup plus nous parler de formations professionnelles, mais un peu plus techniques, de la maintenance, de la logistique, qui sont très bien aussi. Mais je trouve que c'est dommage. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le collège tel qu'il est conçu aujourd'hui, le collège unique, poussé à son paroxysme, ne valorise pas la pratique manuelle. Au-delà même en fait de pousser les jeunes à faire des filières vers l'artisanat, c'est qu'il y a plus du tout de place pour faire parler les mains, pour faire parler le geste, pour faire parler la créativité, que tout est devenu intellect. Et en fait, au-delà de la question de l'orientation, je pense que c'est aussi dramatique pour l'équilibre des enfants, pour la confiance en soi. Trop intellectualiser nos vies pro et quotidiennes. Exactement. Et je pense qu'en fait, montrer à un gamin qu'il a la possibilité de fabriquer un objet avec sa tête, son cœur et ses mains, mais c'est une marque de confiance en soi pour la vie. Voilà. Donc en tout cas, c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et pourquoi la forme d'une association ? Alors donc, en fait, le podcast a été créé avant l'association. Avant l'association, d'accord. C'est-à-dire que donc pourquoi le format du podcast ? Certainement parce que c'était le plus simple. Moi, j'aime bien la radio et je n'avais jamais fait du tout de production. À l'époque, j'avais fait mes études à Sciences Po depuis 1 an. Et enfin, c'était vraiment pas du tout ma formation. En revanche, je pense que j'avais un regard sur cette question un peu versus politique publique. Je veux dire, il est où le trou dans la raquette ? Enfin, pourquoi est-ce que on ne traite pas ces sujets-là et quelles sont les conséquences sur l'économie, sur la vie sociale et culturelle du pays ? Et donc ça a commencé par un podcast où je suis vraiment allée voir autour de chez moi, enfin de là où j'ai grandi chez mes parents en Touraine, des artisans. Et comment tu t'es lancée ? Comment je me suis lancée ? Enfin vraiment, j'ai commencé avec j'ai commencé avec les écouteurs de mon iPhone. Voilà, évidemment, le premier podcast, en fait, la moitié ne s'est pas enregistrée. Donc au début, ça devait être un podcast de 40 minutes, c'est devenu un podcast de 12 minutes. Et puis c'est un format qu'on a gardé parce que c'était très bien, parce que c'est le temps qu'on passe dans le métro ou à faire la vaisselle. Et puis c'était aussi un podcast dédié aux jeunes. Donc voilà, je me suis lancée en allant d'abord voir un vigneron à côté de chez moi. Et puis je me suis donné comme rythme d'y aller toutes les semaines. Et en fait, assez vite, au bout du 6e épisode, j'ai été contactée par Malo, qui à l'époque je ne connaissais pas, qui m'a découvert sur Instagram et qui m'a dit « Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai envie de t'accompagner, j'ai fait pas mal de photos, vidéos, etc. » Donc, on est devenus 2. Et en fait, pour relayer le podcast, moi, j'allais beaucoup publier sur des groupes Facebook, qu'est-ce qui se passe en région centre, ou les groupes de village autour de chez moi.
Et en fait, on a été assez vite repéré par le comité touristique de la région, puis la région, qui du coup a commandé à nous commander des podcasts. Ok. Voilà. Donc Les la offices monétisation de est tourisme. venue à nous. Les offices de tourisme, les choses Exactement, comme ça. Ouais. Donc là, on s'est dit, en fait, on tient quelque chose et c'est comme ça que les choses se sont faites assez vite. Parce que du coup, au bout de 6 semaines de podcast, on a eu des commandes et voilà. Et du coup, il a fallu créer une association pour facturer? C'était comme ça? Non. Ou- En fait, l'association, elle a été montée assez vite parce que le constat des premiers épisodes, c'était que la question, c'était la transmission. Mhm. C'était vraiment le nerf de la guerre. Et du coup, on se dit, mais dans ce cas, c'est bien beau de raconter des histoires et de dire qu'il y a des problèmes de transmission, mais comment est-ce qu'on répond aux problèmes? Et on s'est dit, mais en fait, il faut emmener ces podcasts dans les écoles, puis après les artisans. Et c'est comme ça qu'assez vite, en fait, l'association est née, en se structurant autour de 3 volets. Donc, le premier, c'était la production d'outils pédagogiques. Donc, beaucoup le podcast, mais aujourd'hui, on fait aussi des cahiers pédagogiques, des mallettes. On fait des outils pour accompagner les enseignants à intégrer de l'artisanat dans leur programme scolaire et vice-versa. On permet aux artisans d'intégrer des notions de programme scolaire quand ils interviennent. Mhm. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'était vraiment notre plus gros aujourd'hui, c'est le déploiement de programmes. Le programme Je découvre les métiers manuels dans les établissements scolaires. C'est-à-dire de la 6e à la 4e, on fait venir des artisans qui vont faire fabriquer des objets aux jeunes pendant 1 heure. Donc chaque jeune, pendant son année, a environ 10 heures de pratique. Et toujours un lien avec les programmes scolaires pour vraiment réconcilier un peu l'intellect et le manuel. Et le troisième axe, c'est vraiment une question de communauté territoriale où, en fait, à l'échelle d'un territoire, on va se faire parler les enseignants, les artisans, pour vraiment créer une communauté et puis, à force aussi, faire aussi un peu de plaidoyer pour que tout ça rentre dans les politiques publiques, faire en sorte qu'en fait, ces ateliers, ils soient de plus en plus systématisés, à la fois en matière d'éducation artistique et culturelle et de découverte des métiers qui est mis en place en classe de 5e. Et du coup, aujourd'hui, justement, avec cette expérience et ce besoin de valoriser les territoires et ces savoir-faire, est-ce que tu as aligné et tu as vu que le podcast pouvait d'abord être un petit peu focus sur un territoire avant de s'élargir sur toute la France? Oui, en fait, on a commencé en région Centre-Val-de-Loire. On a produit quand même une 60aine de podcasts sur plein de métiers différents, avec toujours une sorte d'attention au lien du savoir-faire à son territoire. Pourquoi un savoir-faire est né là? Pourquoi? Parce qu'il y avait des ressources locales, parce qu'il y a une histoire. Et ça permet vraiment d'ancrer ou de réancrer les savoir-faire à leur territoire. Et puis après, en fait, on a dupliqué notre modèle. Donc ça marchait bien en région Centre-Val-de-Loire. Maintenant, on le fait en Bourgogne, on le fait en Île-de-France et on le fait en Normandie. On le fera certainement en Auvergne-Rhône-Alpes à la rentrée. Et donc, pareil pour ces ateliers dans les collèges? Oui, c'est ça. Ça se suit. Tout se suit à chaque fois. Donc, il y a des ateliers et il y a des outils pédagogiques qui permettent de préparer et de faire une continuité aux ateliers. Vous êtes combien, du coup, aujourd'hui dans l'association? On est 4. 4. Et en termes d'activité, il y a aussi, donc, je cherche à comprendre les offres et les lignes, on va dire, de chiffre d'affaires. Donc, en fait, aujourd'hui, on est une association, donc on repose quand même beaucoup sur du mécénat privé et des subventions. Et ça, comment tu fais pour les trouver? Je vais pousser des portes et pour qu'elles tombent, mais pour qu'elles s'ouvrent. Donc, en fait, aujourd'hui, l'association, elle accompagne 1400 jeunes dans leur découverte des métiers manuels. Donc ça, c'est cette année. L'année prochaine, ce sera certainement entre 3 et 4000. Et donc, ces jeunes, ils rejoignent le programme de l'association pendant 3 ans. Et donc, ils vont avoir au sein de leur établissement des ateliers avec des artisans qu'on mobilise. Donc là, les personnes à aller, on va dire, à aller chercher, à aller vraiment donc, c'est à la fois des valider artisans. Ouais. Les artisans, mais c'est aussi l'éducation nationale. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, nous, on travaille avec les directions orientation des régions, avec qui on va identifier des établissements scolaires qui seraient intéressés par notre dispositif. D'accord. Ensuite, on signe des conventions, voilà, et donc ça démarre. Et ensuite, pour s'implanter dans un établissement scolaire, il va falloir qu'on mobilise des artisans du territoire, parce que l'idée, c'est de montrer aux jeunes de nouveaux parcours de réussite à côté de chez lui. Et là, donc, c'est un vrai travail de mobilisation que font mes équipes, où ils remplissent un formulaire,
ils sont formés et ils sont rémunérés. Je pense qu'on ne peut pas parler de valorisation des métiers manuels sans leur proposer une rémunération. Ça surprend souvent les gens, mais en fait, quand on fait venir en matière d'éducation artistique et culturelle des intervenants, des acteurs, des comédiens, des chanteurs dans un établissement scolaire, on les rémunère. Pourquoi est-ce qu'on demanderait à des artisans de venir bénévolement ? Et donc on se développe. Donc il y a toute une question de mobilisation. Et donc ces ateliers, comment est-ce qu'ils sont financés ? Donc par des mécènes privés et par l'État. Qui va financer le déploiement de l'or dans les mains dans une nouvelle région. Par exemple, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous finance pour nous déployer en Bourgogne et en Normandie. D'accord. Voilà. Et du coup, le podcast, est-ce qu'il t'a permis d'aller contacter des personnes plus facilement, des artisans, et est-ce que cette cible de jeunes a été aussi adressée facilement ? Alors, le podcast, d'abord, ça nous a donné une belle vitrine qui nous a permis, en fait, je trouve, en 2 ans, d'aller assez vite en termes de reconnaissance et d'être identifié comme un acteur, un des acteurs principaux sur ces questions-là. On a aussi fait un tour de France des manufactures artisanales avec le soutien de Terre et Fils pour aussi faire un peu un état des lieux de c'est quoi l'entrepreneuriat de savoir-faire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle que de l'entrepreneuriat de la tech alors qu'il y a d'autres formes d'entrepreneuriat et que c'est important de le montrer aux jeunes. Donc je sais plus quelle était la question. Est-ce que le podcast avait permis d'aller voir tous ces interlocuteurs et de vraiment être faciliter l'ouverture de la porte? Oui, c'est ça. En fait, notre première communauté d'intervenants dans les établissements scolaires, c'est les artisans qu'on a interviewés dans le podcast. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et ça permet aussi une vitrine, ça montre la qualité de notre travail. Donc les régions, elles nous font assez vite confiance. Après, il faut quand même aller plus loin parce qu'on a 160 podcasts à peu près. Et en fait, 160 intervenants, ça ne suffit pas. Okay. Mais ça permet vraiment d'être une première entrée. Après, on s'est aussi dit qu'il fallait aller plus loin parce que les podcasts sont pas tant que ça écoutés par les jeunes. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un outil qui est plébiscité par les jeunes. Donc, nous, quand on a commencé à regarder nos stats et en se disant, en fait, c'est très grand public, mais des moins de 15 ans qui écoutent des podcasts, c'est quand même moins de 20%. Enfin, c'est pas notre objectif. Comment est-ce qu'on change la donne ? Donc, c'est là qu'on les a vraiment intégrés au parcours pédagogique de l'or dans les mains. En fait, en amont de l'intervention des artisans, les jeunes, avec leurs enseignants, doivent remplir un cahier pédagogique et écouter des podcasts. D'accord. Donc, découvrir le métier d'abord par l'ouïe et du coup susciter l'imagination. Et c'est comme ça un petit peu qu'on a essayé d'intégrer le format du podcast pour qu'il soit plus écouté par des jeunes. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul que tu as, combien de temps te prenait l'enregistrement ou combien de temps tu passais par semaine derrière l'épisode du podcast et quels sont un petit peu les chiffres d'écoute? Alors combien de 2 temps ans après combien de temps je passais trop de temps. Mais je l'ai délégué à quelqu'un qui fait ça beaucoup mieux que moi, qui est Malo. Après, maintenant, on est aussi rodé sur notre format, dans la façon dont on interviewe les gens. À chaque fois, par contre, tu te déplaçais? À chaque fois, on se déplace parce qu'on est quand même dans des ateliers. Donc ça, c'est important d'être en immersion. Mais l'idée aussi, c'est que maintenant, je ne sois plus la seule voix du podcast et que d'autres puissent s'en emparer et aller faire parler les artisans. Donc on a accompagné des étudiantes qui ont fait le podcast, qui ont fait la voix du podcast. Et c'est aussi comme ça qu'on va systématiser notre impact pour moi aussi me permettre de gagner du temps et me consacrer à des choses un peu plus opérationnelles parce qu'on a plein d'autres choses au sein de l'association. Et voilà. Et en termes d'écoute, donc en fait, ça dépend si on comptabilise ou pas les écoutes qu'on fait passer dans les établissements scolaires. Parce qu'en fait, quand il y a une écoute dans un établissement scolaire, c'est 35 jeunes qui écoutent. Parfois 200 quand ils sont en plein air. En amphi, ouais. Voilà. Donc, on est entre 500 et 1000 écoutes par épisode, plus du coup les établissements scolaires. Ok. Voilà. Et quels ont été... tout à l'heure, tu mentionnais le fait de partager sur des groupes Facebook. Ouais. Est-ce que tu as utilisé d'autres, on va dire, tactiques ou stratégies? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as testé? Et qu'est-ce qui, au final, a pour toi le plus marché? En fait, le fait de faire des épisodes avec la région Centre-Val-de-Loire ou avec des institutionnels,
permet d'être relayé par des institutionnels. Donc ça, je sais pas si ça nous a fait gagner en termes d'écoute, mais en termes de crédibilité et de sérieux. Je pense que c'est pas mal. Après, je trouve que les courtes vidéos sur Instagram, ça marche quand même bien. Ça veut pas forcément dire que ça pousse à aller écouter le podcast, mais en tout cas, quand on voit qu'on a 250 000 vues d'une petite vidéo, alors qu'on a, je sais pas, que 550 écoutes sur un podcast, c'est assez hallucinant. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de stratégie. En fait, je pense c'est de la régularité. Et que les gens voient que vous postiez, et même s'ils vont pas aller écouter tout de suite, le fait d'avoir une récurrence, ça s'installe. Ça, je pense que c'est assez important. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas trouvé de solution miracle. Je pense qu'on s'est pas non plus énormément creusé sur le côté marketing digital. Parce que nous, notre cible, c'était les jeunes, donc en fait, on s'en fiche, on les fait écouter c'est les enseignants qui leur font écouter, et ça nous... Les utilisateurs finaux, on va dire, et les auditeurs finaux, ce sont les jeunes, mais vous avez un lien direct et facile pour aller les chercher, quoi. Voilà. Après, je dirais quand même la presse, c'est quand même pas mal aussi. Nous, vous avez fait des actions pour ça, ou vous avez eu des demandes? On a eu un peu des deux. Maintenant, c'est marrant et agréable de voir que c'est la presse qui vient à nous. Mais oui, on a eu pas mal de couverture presse. Régionale et nationale. Ouais, voilà, c'est ça. Je me souviens qu'un jour, on a fait Europe 1 et le lendemain, on avait vraiment beaucoup d'écoute. Pareil pour Télématin. Ça veut pas dire que après c'est récurrent, en fait, mais en tout cas, ça permet de donner de la voix au podcast. Et ça, c'est assez chouette. Et qu'est-ce que tu dirais de l'univers, de l'écosystème du podcast en France aujourd'hui? Ce que je dirais, c'est marrant, je me pose pas souvent la question. Est-ce que tu en écoutes? Oui, moi j'en écoute. Je pense que le problème, c'est que, moi j'écoute ceux qui sont le plus visibles et qui sont les podcasts les plus écoutés en France, c'est-à-dire Génération Do It Yourself, Bliss, le podcast de Pauline Léniaud. Mais en fait, je pense que ce qui est difficile, c'est d'aller chercher des nouvelles pépites, parce qu'en fait, sur les plateformes des podcasts, elles sont quand même assez mal visibilisées. Moi, j'ai jamais essayé de faire en sorte qu'on soit mis en avant sur Apple Podcasts, mais j'ai l'impression que c'est un parcours du combattant. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on sort moins de podcasts qu'il y a 2 ans. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de place pour les novices? Je sais pas trop. En tout cas, je pense que c'est un écosystème qui est hyper intéressant, parce que ça permet, même par exemple sur les sujets du féminisme, le podcast de Lorraine Bastide ou de Victoire Tuelion, ça a fait beaucoup de bien, je trouve, aux femmes, parce que tout d'un coup, on a permis de donner de la voix à des gens. Aussi, puisque ça, oui. ça a rééquilibré tout ça. Exactement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand je disais un chiffre, du coup, dans le livre Présente de Lorraine Bastide, qui disait que en 2021, sur les 20 personnes qui ont été le plus invitées sur les plateaux télé, il y a 19 hommes et une femme, qui est Marlène Schiappa. Alors que je pense qu'en fait, le podcast, ça permet de faire émerger des voix de gens qui sont souvent invisibilisés et de traiter des sujets de fond avec du temps long, où on n'est pas coupé, les femmes sont pas coupées sans cesse par des hommes qui pensent tout savoir. Et ça, je trouve que c'est super intéressant ce qu'a permis le podcast. Voilà. Après, je me pose un peu la question de savoir comment est-ce que les plateformes pourraient aussi mettre plus en avant des jeunes podcasts. Est-ce que Spotify pourrait en choisir, je sais pas moi, 5 par mois comme le fait Apple Podcast. Voilà. Et puis après, c'est aussi, c'est aussi une habitude d'urbain. C'est-à-dire que nous qui travaillons beaucoup dans les zones rurales, quand on fait des articles dans la Nouvelle République, ou nous, le premier article qu'on a eu, il y avait écrit pause cast, PAUSE-cast. En fait, c'est un outil qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Mais même en fait chez les institutionnels, moi j'ai déjà eu des rendez-vous en cabinet ministériel où en fait les gens pensaient que le podcast c'était une vidéo. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire de démocratisation de cet outil. Mais qui suppose quand même d'avoir un smartphone, donc d'être pas un illettré numérique, ce qui est quand même le cas aujourd'hui encore de 12% de la population. Donc ça, c'est un peu des questions aussi assez connexes
qu'il faut bouger. Mais je trouve que ça vient. 2020-2021, c'était évidemment compliqué. Moi, j'avais commencé en 2017. Je prenais à chaque fois, le smartphone de la personne que j'avais en face et je lui montrais. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile et ça va le devenir. Mais effectivement, il y a aussi des temps de transport ou des activités différentes en campagne. Bah oui, c'est ça. Et donc, les temps de transport, c'est 5 minutes dans la voiture. Il n'y a pas le Bluetooth, il n'y a pas tout ça qui est connecté. Non, ça suppose aussi d'avoir des voitures connectées. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, moi, j'ai une AX de 1989. J'écoute pas de podcast dedans parce qu'on les entend pas. Donc ça, c'est aussi, oui, d'avoir du temps de transport en commun, d'avoir des écouteurs sur son téléphone, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand vous êtes agriculteur et que vous avez un tracteur, alors oui, la radio, si vous la mettez à fond, ça marche, mais vous pouvez pas forcément connecter votre téléphone à votre radio. Ouais, mais c'est une habitude aussi d'avoir les écouteurs. Bien et sûr. puis bon, des AirPods, tout le monde n'en a pas non plus. Mais même filaire. Hein. Même filaire. Oui, mais quand vous êtes dans les vignes, par exemple, et que c'est sûr. C'est assez complexe. Alors qu'en fait, si on regarde bien dans les ateliers, les gens ont toujours la radio allumée. Ouais. Donc en fait, je crois qu'il y a vraiment juste une habitude à prendre. Et nous, on a vu des manufactures dans lesquelles finalement, De l'or dans les mains est entré et tous les lundis matins, ils écoutent un épisode de l'or dans les mains. Mais c'est pas quelque chose qui est encore entré dans les mœurs, l'écoute du podcast dans toutes les populations. Mais nous là, on vient de signer un partenariat avec la Nouvelle République, donc qui est la presse quotidienne régionale, qui ont envie aussi de se mettre sur les podcasts et ça commence à venir. Tous les médias, effectivement, au début très parisiens et plutôt nationaux, s'y sont intéressés. Aujourd'hui, les médias régionaux ont compris aussi. Il y a une dizaine d'exemples, je trouve, de podcasts très régionaux aussi, qui ont vraiment valorisé un territoire et qui se sont jamais écartés. Comme Le Pompon qu'on a reçu ici, Théo Robache qui a pendant 100 épisodes, un peu plus même, était interviewé que des Bordelais et Bordelaises. Oui, moi je pense au super podcast Finta, qui est un podcast monté par une jeune journaliste aveyronnaise dans l'Aveyron et qui va interviewer des figures de la région et en fait qui a fait tout un travail aussi sur les femmes dans une série qu'elle appelle Pionnières du coin, qui a fait aussi un super reportage vraiment historique sur l'histoire des mines. Et ça, c'est chouette aussi de voir à quel point le podcast permet de valoriser un territoire et son histoire. Est-ce qu'une fois que maintenant il y a tout ce contenu et cette matière enregistrée, est-ce que vous allez pouvoir aussi soit les réutiliser sous forme d'écrit ou sous une autre forme vraiment remasterisée, on va dire, recyclée? Évidemment, la question du livre se pose parce que je crois que c'est un peu le chemin type quand on voit ce que fait Radio France et finit par en sortir des ouvrages. Moi, à titre personnel, je sais pas si c'est par là que j'ai envie d'aller. Je pense que si je devais écrire, ce serait plus sous forme d'essai très problématisé. Avec quelques exemples peut-être, voilà, quelques citations. Issus des histoires que l'on voit dans les podcasts, mais non, pas forcément en termes de livres. En revanche, par exemple, on a lancé une exposition photo qui est accompagnée par du podcast. Et ces podcasts, en fait, ils sont tout le temps réutilisés parce que même si une fois qu'ils sont sortis sur la plateforme, on les envoie ils sont dans les cahiers pédagogiques, donc on les renvoie beaucoup pour les jeunes. Avec des QR codes dans tous les sens. Exactement. C'est très pratique et ça permet de réutiliser, recycler. Ouais. Et en fait, le premier épisode que tu as enregistré qui finalement fait 12 minutes, il est réécouté sur des années et des années. Oui, c'est ça. Quand on regarde nos écoutes, c'est marrant de voir que en fait, les chiffres des premiers épisodes continuent à gonfler. Aujourd'hui, le matériel que tu prends pour aller dans un atelier, du coup, ça ressemble à quoi? Zoom H4n avec des micros un peu comme les tiens qui sont des Shure 53, je crois. Et tu les tends, c'est toi qui les manipules? Alors, donc nous, on n'a pas de pied.
Ouais. Je demande aux gens de les tenir contre eux, parce qu'en fait, on est souvent quand même dans des ateliers, donc on est souvent debout. D'accord. Et puis après, on fait un travail aussi sur l'ambiance sonore. Donc ça veut dire que Ouais, je débranche les micros. voilà, et Et tu je vais prends aller l'ambiance. interviewer une machine à couture, les gestes, beaucoup les Ouais. gestes. Et donc ça au montage, il y a Il y a quand tout même un du travail temps là-dessus. aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Quelle est la suite et la vision maintenant pour l'association? Est-ce qu'il y a une fin à un moment du podcast et Je pense pas qu'il y aura de fin, parce que ce podcast, pour nous, c'est un lien aux ateliers et il est hyper puissant et hyper précieux. Je pense que c'est aussi ça qui nous permet de continuer à palper ce qui se passe dans les ateliers, dans les manufactures. Je pense que cette année, l'année dernière, on en a fait beaucoup. Je pense qu'on a fait environ 150, donc c'est quand même du temps, parce que ça suppose... Et partout en France, en fait. Donc, oui. ça suppose Du transport. Voilà, du transport. Donc des moyens. Voilà, d'aller dans un champ de lin, puis le lendemain dans une manufacture d'aiguilles. Donc je pense qu'on va en faire moins, surtout qu'en fait, une fois qu'on a un paysage de 150, 200 podcasts sur plein de métiers différents, on peut continuer. Il y aura toujours des métiers qu'on n'a pas fait et qu'il faut faire, mais je pense qu'on arrive à un paysage assez complet, avec des séries très différentes. On a fait un tour de France des manufactures. Là, on est en train de travailler sur une série sur la filière bois et une série sur la filière du lin. On a fait on a travaillé avec les campus d'excellence des métiers et du patrimoine, des métiers d'art et du patrimoine de la région Centre. Donc là, on a fait à la fois une série sur des métiers d'art, une série sur des métiers de la restauration d'un chantier, d'une chapelle, sur les métiers du paysage et sur les métiers de bouche. Donc, on va le garder, mais en revanche, nous, on est en train de développer aussi d'autres outils. Donc, un peu la vidéo, des mallettes pédagogiques, des cahiers avec de la BD où on fait appel à l'auteur de Mortel Adèle pour faire une BD pour les jeunes. Donc, voilà. En tout cas, tout ça s'inscrit dans un espèce d'écosystème où le jeune pourra piocher dans plein d'outils. Donc, il continuera à y avoir des podcasts, mais un peu moins, parce que je pense que c'est pas là où comment dire? Je pense qu'il y a une limite de l'impact de nos podcasts, et que si on veut continuer à systématiser notre impact, il faut aussi développer autre chose. Plus par thématique ou série que toutes les semaines. Non, mais justement, plus, oui, ou alors, d'autres outils comme des cahiers qui renvoient quand même aussi à des podcasts. Et puis, si on doit continuer les podcasts, ce qu'on fera certainement, ce sera peut-être sur une filière en particulier ou un territoire en particulier. Et les carnets sont exclusivement réservés aux jeunes, ou à un moment ou à un autre, nous, peut-être auditeurs du podcast, donc parents, on peut avoir accès à quelque chose. Ça dépend si vous avez envie de lire Mortel Adèle ou de faire des mots fléchés, des mots croisés et des exercices niveau 5e. Mais en tout cas, ce cahier, on l'a pensé pour que ce soit un outil assez ludique pour les jeunes, et puis qu'ils puissent rentrer à la maison avec, parce que il faut toucher les parents aussi. Un des gros freins pour aller vers cette filière, c'est aussi les parents. Et est-ce que vous allez aussi... si, là, ça va faire 2 ans. Donc, à la fin des parcours, vous allez aussi pouvoir suivre peut-être des collégiens qui se sont lancés dans cette voie. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, les jeunes qu'on accompagne, ils sont en 5e. On a commencé en 6e, donc 4e. Ça sera un processus très long, mais on a une mesure d'impact pour permettre de suivre ces jeunes. Oui. Après, l'objectif, en fait, sur 3000 jeunes, on n'aura jamais 3000 artisans. Mais c'est aussi de changer le regard de la population sur ces métiers. Parce que ces jeunes, même s'ils choisissent pas de devenir artisans, c'est un regard qui porte sur tout et fabriquer l'objet que je consomme. Qu'est-ce que je dirais quand je serai parent à mes enfants, à mes élèves quand je serai enseignant sur ces métiers. Vraiment, je crois qu'il y a un travail de changer de narratif sur ces métiers pour changer la consommation et l'orientation. Est-ce que tu pourrais nous partager 2-3 anecdotes type galère que tu as rencontrées pendant les enregistrements ou la diffusion qui s'est mal passée? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui... Oui, alors moi, je suis un peu tête en l'air, donc il m'arrive plusieurs fois d'arriver à un reportage sans mes micros. C'est vrai? C'est vrai, ça. Incroyable. Donc, il faut faire demi-tour, quoi. Ah ouais, demi-tour, ouais. Voilà, ou de réaliser que je n'ai pas de carte SD dans mon appareil, donc d'aller devoir en acheter au Leclerc à 8h du matin. Parce que souvent, on dort sur place, en fait. Bah oui. On bouge quand même beaucoup. Après, il nous est pas arrivé tant de galères que ça.
Je dirais que parfois, on arrive... En fait, on va quand même interviewer des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Oui. Et qui, par exemple, quand il y a une caméra, le refusent ou sont très inhibés. Ça, c'est un vrai travail, en fait, pédagogique, de permettre aux jeunes de se sentir à l'aise derrière un micro. Et souvent, en fait, ils oublient assez vite le micro et ils sont très confidents. Mais oui, on a eu quelques cas où, en fait, on se retrouve devant un artisan qui est vraiment très talentueux, qui a vraiment de l'or dans les mains et sait faire des choses extraordinaires sur des pots de cuir pour faire émerger des sels, mais qui ne sait pas en parler, en fait, et qui ne sait pas même poser des mots sur ses gestes, parce que c'est pas sa formation, on lui a jamais demandé. Et donc ça, parfois, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Et oui, le premier épisode où je me suis rendu compte que la moitié de mon épisode n'avait pas été enregistré. Voilà, mais on se débrouille comme on peut. Et donc, tu prends du temps à chaque fois. C'est quoi un peu le process quand tu enregistres? Tu prends d'abord le temps de tisser ce lien. Bien sûr. Donc, quand on arrive, déjà, on demande à faire un tour des différents process de l'atelier. Donc, par exemple, si on arrive chez un fabricant de luminaires, on va d'abord aller voir toutes les étapes de découpage, de soudure, pour comprendre en fait comment tout ça se passe, et puis aussi pour faire comprendre la démarche, c'est-à-dire que c'est pas de la pub qu'on vient faire, c'est pas de la promotion, c'est vraiment une question de transmission. Ouais. Donc ça, on passe pas mal de temps là-dessus, et après souvent on se pose pour échanger, et donc souvent on échange avec l'entrepreneur, et puis après on va quand même tendre nos micros à quelques salariés pour leur faire dire quelques mots sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc souvent, en tout cas, c'est au moins, pour une épisode de 12 minutes, c'est quand même 2 heures de présence. Ouais. Donc c'est intense et très très riche. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci Gaël. J'ai vraiment aimé le fait que le podcast te permette vraiment de découvrir et d'engager, on va dire, une reconversion, un pas dans une filière qui est vraiment, j'ai l'impression, dans tes tripes, et te permettre d'ouvrir toutes ces portes. Donc je te souhaite, et je souhaite que toute l'association en ouvre encore des centaines, des milliers. Merci. Merci beaucoup.